Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui du Suzuki e-Vitara. Cet essai vous est proposé par Arval, offre de leasing pour professionnels et particuliers. Et les solutions de recharge simples et performantes de Total Energy, à vos côtés chez vous, au travail et partout sur la route. Ça y est, le premier modèle 100% électrique de Suzuki est enfin sur la route. Cousin technique d'un autre modèle japonais, le Toyota Urban Cruiser. Ce SUV urbain reprend un nom bien connu chez Suzuki, Vitara, en l'occurrence ici, e-Vitara. Essayé cette semaine en version 2 roues motrices, le e-Vitara est également proposé en 4 roues motrices avec le système All Grip E de Suzuki. On détaillera tout ça dans un instant. Une proposition pas si courante sous les 40 000 € et qui ravira celles et ceux qui habitent dans des régions plus difficiles d'accès, en montagne par exemple, et qui ont besoin d'un petit SUV compact, urbain, agile, pratique et surtout à 4 roues motrices et pas trop cher. Mais que vaut-il ce Suzuki e-Vitara? Quelles sont ses qualités mais également ses défauts? Pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce ne sera pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, dans 2 semaines donc. Premier trajet et ensuite grand essai d'un OVNI au moment où ce véhicule est sorti. Un OVNI revisité aujourd'hui en 2026. Alors est-ce qu'il est un petit peu moins OVNI? Est-ce qu'on s'est habitué à sa ligne? Sa ligne qui a donc quelque peu changé sur ce restylage. Il s'agira de la Hyundai Ioniq 6. J'en prendrai le volant pendant une semaine et vous saurez tout. D'autres essais sont programmés durant les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous détaille tout ça tout à l'heure. À l'extérieur, si le e-Vitara reprend la ligne générale de son cousin technique de chez Toyota, les designers de chez Suzuki sont tout de même parvenus à lui donner sa propre identité en phase avec l'héritage du constructeur quand il s'agit de sortir des sentiers battus. C'est plutôt carré, les inserts en plastique qui ceinturent la voiture inspirent la robustesse, la fiabilité, l'une des grandes qualités de Suzuki, sans toutefois alourdir la ligne. Le dessin de ce e-Vitara le rend très sympa. Comme on dit, il a plutôt une bonne tête. Les signatures lumineuses sont travaillées. La présence de la poignée d'ouverture arrière sur le montant latéral renforce son côté dynamique et à l'avant, la calandre est fermée en partie supérieure, comme sur tout bon véhicule électrique qui se respecte, la partie inférieure se chargeant de refroidir la batterie en cas de besoin. Et vous, que pensez-vous de la ligne de ce e-Vitara? Est-ce qu'il vous séduit? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Techniquement, le e-Vitara se décline en 3 versions. On a en entrée de gamme une première version avec un moteur électrique synchrone à aimant permanent situé sur le train avant qui entraîne le train avant. C'est donc une traction. Et pour l'épauler, eh bien, on a une petite batterie. En version intermédiaire, c'est la version essayée cette semaine. On a la même configuration, mais avec plus de puissance et une plus grosse batterie. Et puis la version haut de gamme, c'est la version à 4 roues motrices All Grip E, avec un deuxième moteur électrique synchrone à aimant permanent, situé lui sur le train arrière pour obtenir évidemment les 4 roues motrices. Concernant le poids du e-Vitara, ce sera entre 1700 et 1900 kg en fonction des versions et finitions. Un poids relativement élevé, malheureusement, qui va pénaliser la consommation. On le verra sur la route tout à l'heure. Et puis concernant la charge tractable, ce sera 750 kg, que la charge soit freinée ou non freinée, et ce, quelle que soit la version. Entre les 4 roues, sous le plancher, la batterie LFP, lithium fer phosphate, ça c'est pour la chimie. Une batterie que Suzuki est d'ailleurs allé chercher chez BYD et qui va alimenter le ou les moteurs électriques selon les versions. La capacité 49 kWh brut en entrée de gamme, 61 kWh brut en milieu et en haut de gamme. Ces batteries, s'agissant d'une chimie LFP, eh bien vous allez pouvoir les recharger au quotidien à 100% et profiter en permanence de l'autonomie maximale qu'elle propose, le tout bien sûr en respectant les prescriptions du constructeur. L'autonomie maximale 426 km, vous l'obtiendrez très logiquement avec la version de milieu de gamme à 2 roues motrices équipée de la plus grosse batterie. C'est la version essayée cette semaine, 426 km sur papier, mais combien dans la vraie vie et certainement dans les conditions météo et de parcours de cette semaine? Eh bien la réponse tout à l'heure sur la route, je vous le confie d'emblée donc, il va y avoir une surprise et pas forcément une bonne.
Comme sur la Renault 5 e-Tech électrique et sa cousine technique, la Nissan Micra entre autres, eh bien la trappe de recharge, vous le voyez sur ce Suzuki e-Vitara, se trouve à l'avant du côté gauche et grâce à la présence de ce joint en caoutchouc sur la petite porte, eh bien pas besoin de cache supplémentaire, notamment pour le connecteur de type 2 en partie supérieure, celui qu'on va utiliser au quotidien puisque c'est la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Alors ce connecteur de type 2, il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW, ce qui est la norme aujourd'hui. Certaines proposent du 22, mais 11 kW, c'est déjà pas mal, d'autant plus que la recharge sur le courant alternatif, c'est une recharge en temps masqué. Ça veut dire que quand vous branchez votre voiture, vous allez la brancher quand vous n'en avez pas besoin, par exemple quand vous allez dormir ou encore quand vous travaillez, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Chargeur embarqué de 11 kW donc pour des temps de recharge de 10 à 100%, de 4h30 avec la petite batterie, 5h30 avec la plus grosse batterie. Si vous décidez d'aller faire un long voyage, un long trajet qui va dépasser l'autonomie sur une seule charge de cette voiture, eh bien vous allez devoir vous arrêter à un superchargeur. Là, vous allez devoir attendre à côté du superchargeur puisque vous êtes dans le cadre d'un long trajet. Dans ce cas-là, eh bien il faut retirer le petit cache en partie inférieure pour avoir la somme des deux connecteurs, le connecteur combo CCS qui va vous permettre de vous raccorder au superchargeur. Et là, malheureusement, eh bien les nouvelles ne sont pas très bonnes. Alors le constructeur déjà ne communique pas sur la puissance maximale acceptée sur le courant continu. Et pour cause, les valeurs ne sont pas terribles. On est largement en dessous des 100 kW, ce qui est un petit peu pas terrible aujourd'hui en 2026. Concernant le temps de recharge de 10 à 80%, on est habitué à être aux alentours de 30 minutes, moins évidemment, beaucoup moins sur certaines voitures équipées en 800 volts. Ce n'est pas le cas ici, bien évidemment. Mais ici, les 30 minutes, elles sont également bien loin, puisqu'on est sur 45 minutes. 45 minutes pour passer de 10 à 80%. En théorie, mais vous savez qu'en théorie tout se passe toujours bien, mais moi j'aime bien vérifier dans la pratique ce que ça donne. Je me suis donc rendu cette semaine à une station de recharge Total Energy pour vérifier ça. Regardez. Je me trouve à une borne de recharge Total Energy qui délivre 300 kW de puissance. C'est bien plus qu'il n'en faut puisque concernant cette voiture, eh bien le constructeur ne communique pas sur la puissance acceptée sur le courant continu, la recharge DC, et pour cause, elle n'est pas très élevée, mais paraît-il, la recharge est très stable. C'est déjà ça. C'est ce qu'on va vérifier durant cette session de recharge. Je suis à 10% de capacité de batterie. J'ai sorti ma carte Total Energy Charge Plus. J'ai trouvé cette station via l'application Charge Plus qui vous permet de trouver la station Total Energy la plus proche de là où vous vous trouvez, de là où vous en avez besoin. Le réseau Total Energy, je vous le rappelle, c'est le plus vaste d'Europe. Il y a toujours un hub de recharge comme ici, et bien près de là où vous en avez besoin. Allez, c'est parti, je vais connecter la voiture. Je passe la carte. Je sélectionne le connecteur. Et je branche. Voilà, démarrage de la session de recharge, on est bien à 10%. Et concernant la puissance de recharge, ça démarre assez mollement. Et je vais vite me réfugier à l'intérieur de la voiture parce que dehors, il fait pas très beau. La recharge a démarré à 11h23, il est maintenant 11h26, on a gagné 5 petits pourcents, vous le voyez ici, 11h23 plus 45 minutes, dans tous les cas ça reste extrêmement long. Heureusement j'ai pris un peu de lecture. Et après un petit peu plus de 5 minutes de recharge, eh bien ça monte doucement, gentiment. On est à 53 kW. Allez, pendant que ça recharge, j'ai largement le temps d'aller faire un petit tour sur l'application Total Energy Charge Plus, l'application qui est disponible sur tous les smartphones, smartphone Android ou smartphone Apple via le Play Store ou l'App Store. Et c'est ici, par exemple, que j'ai découvert toutes les informations relatives à cette station de recharge, ce hub de recharge, et notamment combien de chargeurs sont disponibles. Ça, c'est précieux quand vous voulez vous rendre à un superchargeur, et bien de savoir si des connecteurs sont disponibles. C'est quand même un petit peu la base et c'est possible via cette application Charge Plus. Ici par exemple, il y a un connecteur disponible, celui qui est juste à côté de moi, avec qui je devrais partager la puissance, mais ce n'est pas le cas. L'autre borne est occupée, les deux connecteurs de l'autre borne sont occupés. On est donc bien sur une station de recharge disponible sur les 4. Voilà qui est précis. Alors on est à 74%, 74%. On voit qu'on a démarré ici un peu mollement.
On a eu une petite chute et puis un pic à 66 kW. On est maintenant stabilisé à 52 kW. Nous y voilà enfin 80% et il est midi 10. C'est énorme. Alors on le savait, hein, la valeur à la base théorique 45 minutes, c'est déjà énorme. Là, avec les conditions d'aujourd'hui, 8 degrés à l'extérieur, une batterie qui n'a sans doute pas préconditionné suffisamment. Mais bon voilà, c'est la vraie vie, c'est les conditions normales d'utilisation. On n'a pas toujours une demi-heure, trois quarts d'heure de préconditionnement de batterie devant soi. Donc voilà, c'était le cas là pendant une vingtaine de minutes, 25 minutes, c'était sans doute pas suffisant. Donc si vous faites exceptionnellement des très longs trajets, vous allez être exceptionnellement confronté à ces durées de recharge très très longues. C'est pas très grave. Si c'est assez régulier, par contre, choisissez une voiture qui recharge plus vite, ça tombe sous le sens. L'ouverture du haillon, elle est manuelle sur toutes les finitions. La capacité du coffre 310 litres avec la banquette arrière fractionnable 40-20-40 en place dans sa position la plus avancée et redressée puisqu'elle est coulissante et inclinable, et jusqu'à 244 litres avec la banquette dans sa position la plus reculée. Dans le coffre, on va retrouver un éclairage à gauche, un crochet à droite, une alcôve à gauche derrière le passage de roue et sous le plancher un espace compartimenté histoire de pouvoir ranger quelques accessoires, c'est toujours pratique. Sous le capot, pas de frunk malheureusement. Vous devrez donc vous contenter de l'espace disponible à l'arrière pour ranger tout ce que vous avez à y placer et notamment le ou les câbles de recharge. Dans un instant, je m'installe au volant de ce Suzuki e-Vitara. Je vous fais découvrir le tableau de bord de cette voiture également. Et puis je vous détaille tout ça avant de vous livrer mes impressions après une semaine au volant quand on sera sur la route dans quelques minutes. Alors à l'arrière, y est-on bien installé? Eh bien, il y a à boire et à manger. Il y a du positif et du moins positif. Le positif, c'est qu'avec la banquette arrière qui est inclinable et coulissante également, eh bien on va pouvoir tantôt privilégier l'espace dans le coffre, le volume de chargement, ou bien l'espace ici à l'arrière, et de l'espace au niveau des genoux, je n'en manque pas, ça c'est une bonne nouvelle. Le siège avant est réglé pour mon 1m90, mon 1m90. Je peux sans problème caser les genoux, je peux sans problème caser les pieds en dessous du siège. Pas de problème de ce côté-là. Par contre, si j'essaye d'être plus droit, là, ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai la tête dans le pavillon. Ça, c'est tout de suite moins sympathique. Et pourtant, la banquette est réglée, le dossier de la banquette, dans sa position la plus inclinée. Donc, je ne peux pas descendre davantage. Justement, si on part du haut et qu'on descend, on a un toit vitré avec Velom manuel sur cette voiture. Mais ce n'est pas de série, évidemment, sur toutes les versions. On a des poignées de maintien. Il y en a 3. Passagers avant et les 2 passagers des places principales à l'arrière. On a des petites lumières également à l'arrière ici. Si je continue à descendre, alors petite bizarrerie, il n'y a pas de poche aumônière derrière le siège conducteur. Il y en a bien une derrière le siège passager, mais pas derrière le siège conducteur. Pour quelle raison? Mystère. Concernant l'arrière de la console centrale, on a 2 prises USB, une USB-A et une USB-C, un petit espace de rangement. Et le sol, on constate qu'il est parfaitement plat. Pas de tunnel de transmission donc dans cette voiture. Et ça, c'est plutôt une bonne surprise pour le passager central qui devra composer avec un dossier un petit peu moins confortable que sur les 2 places principales à l'arrière, en raison évidemment de cette position 20 qui va pouvoir s'abaisser complètement. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez pouvoir profiter, s'il n'y a personne au milieu, eh bien, de cet accoudoir qui n'est pas vraiment un accoudoir, qui est la position centrale de la banquette qui s'abaisse et qui vous permet donc de profiter des 2 porte-gobelets. Voilà, je pense avoir fait le tour ici à l'arrière. Donc, si vous n'êtes pas trop grand, a priori, ça devrait bien se passer. On va maintenant passer à l'avant et on va découvrir ensemble le tableau de bord de cette voiture. L'intérieur du Suzuki e-Vitara, il est parfaitement cohérent avec l'extérieur. Selon moi, on a des matériaux bruts, comprenez pas mal de plastique dur, une disposition plutôt à l'ancienne avec des boutons pour pas mal de fonctions, et puis un écran central dont la taille n'est pas démesurée. On n'a pas une énorme tablette posée sur la planche de bord. Et puis dans cette voiture d'essai en finition supérieure appelée GLX en Belgique, on a cet habillage brun en plastique moussé qui évoque le off-road, en tout cas le tout-chemin, la boue, sortir des sentiers battus. Dans cet intérieur, on regrettera évidemment l'emploi massif de noir brillant, fragile, salissant, notamment ici sur la console centrale. Cette voiture n'a pas encore 2000 km et tout est déjà griffé, vous le voyez, c'est dommage. Les assemblages sont réalisés avec soin, rien à dire sur ce point, et a priori, on peut s'attendre à la fiabilité à laquelle le constructeur nippon nous a habitués, et ça rassure. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires.
Rapidement, la description du tableau de bord, la portière conducteur en partie haute, la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire, la poignée de fermeture, les vitres et rétroviseurs électriques, rabattables à la demande, et le verrouillage centralisé. Plus bas, le vide-poche de capacité correcte dans lequel on peut glisser une bouteille, mais qui ne dispose pas d'un fond antidérapant. À gauche du volant sur le tableau de bord, l'appel du menu caméra et tout en bas, l'ouverture du capot. Le volant qui est à réglage manuel. À gauche, on va y retrouver la commande vocale, les informations de conduite, trip A, trip D et distance totale, les commandes audio et la personnalisation de l'écran instrument. À droite, régulateur limiteur de vitesse, le centrage sur la voie de circulation, la gestion de la distance par rapport au véhicule qui précède et la touche étoile personnalisable réglée dans cette voiture d'essai sur le menu TSR, Traffic Sign Recognition, la reconnaissance des panneaux, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, j'y reviendrai sur la route. Derrière le volant, les commodos, à gauche les clignotants et les éclairages, à droite les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Ensuite, l'écran instrument d'une diagonale de 10,25 pouces. Et là donc, pas mal de petites informations à y afficher, notamment si on appuie sur la touche Trip, on a le choix donc entre la distance totale parcourue, la distance A et la distance B. On peut remettre A et B à 0 évidemment. Et puis si j'appuie sur la petite touche Info, là je vais pouvoir changer la présentation de l'écran instrument. Là j'ai à gauche pour l'instant les informations de conduite, au centre les informations principales et à droite les informations de navigation. Une pression, on a ici l'affichage le plus neutre avec uniquement les informations principales en position centrale. Je continue le petit carrousel. Dans ce cas-là, j'ai à gauche les informations de navigation et à droite le média en cours de lecture. J'appuie encore une fois, le média en cours de lecture passe à gauche et à droite, on a les informations de conduite et vous l'aurez compris, si j'appuie encore une fois, eh bien ce sont les informations de conduite qui passent à gauche et à droite, on a les informations de navigation, voilà qui est plutôt simple et efficace. Plus en arrière, pas d'affichage de tête haute sur cette voiture, ni de série ni en option. On se dirige donc vers le centre de la planche de bord, dans le prolongement de l'écran instrument, l'écran central d'infodivertissement d'une diagonale de 10,1 pouces, j'y reviens dans un instant. Plus bas, entre les aérateurs centraux, les feux de détresse, et puis juste en dessous, les commandes principales de chauffage et climatisation à gauche et la commande rotative de volume à droite avec fonction mute quand vous poussez dessus. Plus bas encore, l'espace de recharge pour smartphone, recharge par induction avec un seul emplacement disponible. Plus en arrière, les deux porte-gobelets et plus en arrière encore, à gauche, la conduite à une pédale et le mode neige. Au centre, la position parking, le sélecteur de sens de marche, le frein de parking électrique et la fonction auto-hold. Et puis à droite, les modes de conduite normal, éco, sport. Et sous la coudoir centrale, un espace de rangement pas très vaste, mais toujours pratique. Sous la console centrale, on a également un autre espace de rangement ouvert, celui-là, qui accueille les connectiques, prise USB-A, une seule, USB-C, une seule, et une prise 12 volts. La boîte à gants, enfin, elle est de contenance correcte, sans plus, et n'est pas recouverte de feutrine ou d'antidérapant. Voilà pour la description de l'intérieur de ce Suzuki e-Vitara. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse d'un petit peu plus près au système d'infodivertissement. Avant de prendre la route et que je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture, on va s'intéresser au système d'infodivertissement. Alors sur la page par défaut, eh bien on a, vous le voyez, des tuiles. On peut décider d'intervertir les tuiles. Voilà, je peux faire ça. Au centre, on a ici, vous le voyez, le petit widget qui concerne le média en cours de lecture. Je peux décider de rentrer dans ce widget évidemment et de choisir une autre source sonore. Je reviens sur l'écran par défaut. En haut à gauche, vous le voyez, l'heure. Ici, le petit raccourci vers les fonctions de climatisation, ventilation, la connectique ici à droite et puis les accès directs ici à la climatisation, au véhicule, au téléphone et aux paramètres ici en dessous. On a Apple CarPlay, Android Auto sans fil sur cette voiture, ça c'est très positif. Ce qu'il est un peu moins, c'est que ce système il est extrêmement lent et le pire, mais je vous en parlerai sur la route, c'est quand on tente de régler le volume également, parce que forcément le fait que le système soit lent, ça a une incidence sur pas mal de fonctions périphériques et notamment le réglage du volume. Si je rentre ici dans les paramètres véhicule, je vais pouvoir avoir notamment ici les informations sur la consommation de manière un petit peu plus détaillée que ce qu'on a vu sur l'écran instrument avec flux d'énergie, historique, la pression des pneus, les réglages véhicule électrique. Ça se passe par ici et je n'ai pas trouvé d'ailleurs comment faire pour m'arrêter à 80%. Je me suis arrêté à 80% quand j'ai fait la petite session, on l'a vu, de recharge 10-80, mais je n'ai pas vu où il était possible de régler une limite de charge à 80%. Ensuite, on revient en arrière, encore en arrière.
Voilà, petites animations sont sympas, mais moi j'aurais volontiers préféré qu'on s'en passe et que le système soit un peu plus réactif. Vous le voyez notamment ici pour faire réapparaître la carte, c'est un petit peu lent. Ensuite, on va aller dans les paramètres ici. Les ADAS, véhicule, VE, les paramètres liés à l'écran, médias, réseau, navigation et système. J'ai eu un petit bug également cette semaine, c'est que systématiquement quand je rentrais dans la voiture, mon téléphone ne se connectait pas. Donc Apple CarPlay n'apparaissait pas ici au-dessus, hein, c'est là que ça apparaît quand c'est connecté. Ça n'apparaissait pas et donc je devais systématiquement aller dans réseau, liste des appareils connectés et appuyer sur mon téléphone pour que ça se connecte. Vous voyez par exemple là maintenant ça ne s'était pas connecté et là ça va se connecter sans problème. Voilà, maintenant j'ai ici Apple CarPlay et je peux cliquer ici et revenir si je le souhaite sur l'écran par défaut avec le petit raccourci ici. Bon, un petit trajet vers Marseille, ça vous dit, même si cette voiture n'est clairement pas faite pour faire de très très longs trajets. On le verra sur la route dans un instant avec la consommation. Alors, on est à 70%, 70% de capacité de batterie. Et ici, arrêt à une borne de recharge recommandée, mais aucun résultat n'a été trouvé. Bon, c'est un petit peu étrange. On est pourtant sur les charges rapides. Zone de recherche non spécifiée. Tout ça n'est pas très intuitif. Le long de mon itinéraire, voilà. Ah, là j'ai droit à des bornes de recharge, mais si je vais en marche arrière, je pense qu'effectivement, oui, ce sont des bornes de recharge situées près de chez moi. C'est pas exactement ce que je recherche, vous voyez. Moi, j'aurais voulu des bornes de recharge sur le chemin et pas à côté de chez moi, étant donné que je pars quand même avec 70%, 70% de capacité de batterie. Et si je reviens en arrière, visiblement, pas décidé d'en ajouter sur l'itinéraire. Voilà, c'est un peu dommage. Donc c'est clairement un système qui va vous dépanner si une fois de temps en temps vous êtes un petit peu en rade et vous avez besoin d'un chargeur à proximité. Mais pour faire des longs trajets, apparemment, c'est pas la meilleure formule. C'est quand même assez dommage. Voilà, je pense que pour ce premier véhicule 100% électrique, eh bien, Suzuki aurait pu faire un petit effort au niveau du système d'infodivertissement et avoir quelque chose d'un petit peu plus réactif, parce que là, c'est vraiment pas réactif du tout et ça ne procure pas une expérience la plus sympathique possible. Et puis, on l'a vu, le système de navigation pourra vous dépanner, mais c'est clairement pas un système que vous allez utiliser de manière sympathique et ergonomique au quotidien. Tout de suite, je pousse sur le bouton Power situé ici à droite du volant sur la planche de bord et je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Pression sur le bouton de démarrage avec le pied sur le frein évidemment. Vous sélectionnez ensuite D ou R avec le sélecteur rotatif de sens de marche entre les sièges et c'est parti. Le e-Vitara ici en configuration intermédiaire au niveau de la puissance de 174 chevaux. Eh bien il va s'élancer avec beaucoup d'envie, un peu trop d'ailleurs sur sol gras ou mouillé comme aujourd'hui, là où la motricité va vite montrer ses limites. D'emblée, si c'est vif, c'est aussi ferme, mais pas forcément à cause des sièges. Ce ne sont pas les plus moelleux, mais si le confort est ferme, ce n'est donc pas entièrement de leur faute, on le verra dans la suite. Je parle donc des sièges qui équipent ce e-Vitara, des sièges qui offrent par ailleurs un maintien latéral qui est correct, certainement si on tient compte du fait que vous n'allez pas faire de la course de côte a priori avec cette voiture. En finition inférieure, ils sont à réglage manuel et recouverts de tissu noir. Les deux sièges avant et le volant seront chauffants à partir de la finition intermédiaire. Et sur la finition haut de gamme, essayez cette semaine, eh bien vous avez droit à un mélange tissu simili-cuir et à un siège conducteur qui est à réglage électrique dans 8 directions. Les aides à la conduite qu'on est en droit d'attendre en 2026 se retrouvent bien évidemment dans ce sympathique e-Vitara. ISA, LKA, RCTA, LTP, EDR, etc., etc. Mais la question c'est toujours là où lesquels faut-il désactiver pour rouler sereinement. Autrement dit, quelles sont celles qui ont été réglées correctement et quelles sont celles au contraire qui ne l'ont pas été et qui vont donc générer pas mal de bip ou d'inconfort. Eh bien, bonne nouvelle, dans cette voiture, l'alerte active de sortie de voie et l'alerte d'attention, qui sont généralement les deux qui posent problème, eh bien elles sont bien paramétrées, pas besoin de chercher à les désactiver. Concernant le bip de survitesse, vous pouvez assigner un raccourci à la touche étoile sur le volant qui vous emmène directement dans le menu TSR, encore une abréviation, pour
sur Traffic Sign Recognition, donc reconnaissance des panneaux de signalisation. Là, vous désactivez et c'est bon. Par ailleurs, le régulateur de vitesse adaptatif, couplé ou non, comme vous le souhaitez, au maintien au centre de la voie de circulation, eh bien, il fonctionne bien. Rien à dire. Les adaptations se font avec douceur et l'ensemble réagit toujours de manière assez naturelle. C'est un bon point. En matière de comportement et d'agrément de conduite, eh bien le point noir ou gris foncé ou gris clair, selon vos préférences finalement, ce sont les suspensions. Alors pour être tout à fait honnête, ça m'a semblé sensiblement moins ferme cette semaine avec cette voiture d'essai par rapport à il y a quelques semaines avec la voiture du premier trajet où là ça m'avait semblé un peu bout de bois. Cela dit, ça reste ferme, trop ferme selon moi pour un SUV citadin. Par contre, le bon côté des suspensions fermes, c'est que le comportement, lui, il est plutôt sympa. C'est une voiture qu'on a bien en main, qu'on a plaisir à conduire, avec un bémol, je vous le disais, la motricité qui atteint vite ses limites sur sol gras ou mouillé. Les limites de l'électrique, finalement, avec le moteur qui entraîne les roues avant, c'est pas la configuration idéale en matière de motricité. Même si ce n'est sans doute pas le plus silencieux de sa catégorie, eh bien ce e-Vitara, je ne l'ai pas trouvé particulièrement bruyant cette semaine et pourtant son profil de boîte à chaussures ne va pas aider en la matière. Bruit de roulement et bruit aérodynamique sont donc bien maîtrisés, c'est une bonne chose. Sur la finition supérieure et donc sur cette voiture d'essai, j'ai droit au système audio Infinity by Harman avec 6 haut-parleurs et un caisson de basse qui réduit d'ailleurs un petit peu le volume du coffre de quelques litres. Le rendu, il est très correct, même si je dois bien vous l'avouer, je ne suis pas non plus tombé à la renverse en le découvrant. Et puis la lenteur générale du système d'infodivertissement, eh bien elle a aussi une incidence sur le système audio. Quand vous tentez d'augmenter ou de diminuer le volume, la latence est tellement importante que vous vous faites systématiquement surprendre par un volume qui n'a pas l'air de bouger, d'augmenter ou de diminuer. Du coup vous y allez un petit peu plus fort et puis là tout arrive ou disparaît en une fois. Franchement, c'est un peu pénible. Il y a sans doute moyen de faire un petit peu de fine-tuning, d'ajustement de ce côté-là pour que la réponse, que ce soit au bouton rotatif ou sur le volant, soit plus directe. 10,4 mètres, c'est la valeur revendiquée par ce e-Vitara concernant le diamètre de braquage. Dans les faits, ça braque plutôt bien, sans atteindre les records, mais ça fait le job. Et selon la finition choisie, vous aurez ou pas le système de caméra à 360 degrés. Toujours pratique en ville et dans les parkings, même si la définition des images renvoyées par les caméras dans cette voiture n'est pas vraiment la meilleure, certaines concurrentes font beaucoup mieux. Le freinage régénératif propose 3 niveaux d'intensité. La plus forte récupération au lever de pied de l'accélérateur, vous l'obtenez évidemment en enfonçant le bouton, ici entre les sièges. Malheureusement, ce réglage ne va pas rester en mémoire d'un trajet à l'autre, tout comme d'ailleurs la fonction Auto Hold. Et en plus, même avec la récupération la plus forte activée, eh bien le système ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Et pour un véhicule à vocation plutôt urbaine ou périurbaine, c'est dommage. Ça veut dire que dans la plupart des situations, comme ici, vous devez ralentir, vous levez le pied, le système va récupérer suffisamment, donc va ralentir suffisamment. Ici, par exemple, si je souhaite ralentir derrière cette voiture qui roule moins vite que moi, mais si je veux obtenir l'arrêt complet, là, dans tous les cas, je devrais mettre le pied sur le frein. Et puis, dans pas mal de situations également où le freinage pourrait être plus appuyé au lever de pied de l'accélérateur, eh bien, ce n'est pas le cas. Et donc, là aussi, il faudra mettre de temps en temps le pied sur le frein. Sur toutes les finitions, phare, feu et éclairage de jour sont à technologie LED. Sur cette finition haut de gamme, les phares sont même matriciels et donc adaptatifs. Oui, vous laissez la voiture tout gérer et elle se charge de rester en permanence en feu de route quand la route n'est pas ou pas assez éclairée, tout en coupant une partie du faisceau lumineux pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. Et c'est très au point, franchement, pas de fausses notes cette semaine, mais c'est donc uniquement présent sur la finition haut de gamme. Concernant l'éclairage intérieur, on a fait simple chez Suzuki avec quelques points lumineux, sans fioritures. Vous pouvez évidemment choisir la couleur. Il y a 12 teintes disponibles et 7 niveaux d'intensité. Et cet éclairage intérieur, il est de série sur toutes les finitions. L'autonomie théorique jusqu'à 426 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette version à 2 roues motrices équipée de la plus grosse batterie. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, comme d'habitude, tout en conduisant de temps à autre de manière un peu plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 0 et 6 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total à peu près 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile, lieu de travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui
qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-lieu de travail qui se font majoritairement sur autoroute en ce qui me concerne. C'est important. En tenant compte de tous ces paramètres, eh bien, je suis arrivé à une consommation moyenne de 24,5 kWh au 100. Et cette valeur, eh bien, elle va m'autoriser un peu plus de 200 km sur une recharge complète, donc de 100% à 0% dans mes conditions de parcours et de météo de cette semaine. Avec moins d'autoroutes et des températures plus clémentes, on pourra faire baisser cette moyenne et donc sensiblement augmenter le rayon d'action. Mais ce e-Vitara n'est clairement pas le plus efficient, en tout cas dans mes conditions météo et de parcours de cette semaine. Il n'aime pas le froid, il n'aime pas l'autoroute et encore moins la combinaison des deux. 24,5 au 100, c'est énorme pour un véhicule de ce gabarit. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Je vous mets tout ça ici. On est en présence avec cette voiture d'essai d'une finition supérieure en Belgique. C'est la finition GLX. Concernant la version, c'est la version intermédiaire. Donc traction, un seul moteur à l'avant, mais la grosse batterie. Prix de départ en Belgique, 38 990 €, 38 990 €. Il y a une option sur cette voiture d'essai. Il s'agit de la peinture métallisée Land Breeze Green Pearl. Tout un programme. C'est facturé 780 €. Notez que des peintures Biton avec la partie supérieure en noir sont également disponibles. C'est plus cher, 1080 €. Prix total de cette voiture en Belgique, 39 770 €, 39 770 €. Surfez sur le site internet de Suzuki qui correspond à votre pays, configurez votre e-Vitara idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel, on connaît ça depuis un certain temps, avec tous les avantages qui en découlent, notamment en termes de déductibilité. Pour les particuliers, c'est plus récent, ça s'appelle le Private Lease, et là aussi, il y a des avantages. Alors pas de déductibilité malheureusement, mais les autres avantages de cette formule de location longue durée, ils sont bien là, à savoir d'abord, eh bien, une formule tout compris, donc vous payez tous les mois un montant qui est évidemment supérieur au montant pour un remboursement de crédit, mais tout est inclus. Vous avez donc lissé sur l'ensemble de la durée de possession de la voiture, eh bien les frais d'assurance, les frais de remplacement des pneus, les frais également de taxes et autres, tout ça est inclus dans la formule et donc vous payez tous les mois un montant qui sera toujours le même du premier au dernier mois. Il n'y a pas de surprise. Et puis deuxième avantage de cette formule de location longue durée, eh bien c'est qu'au terme du contrat, vous n'avez pas à vous soucier de combien vaudra la voiture. Et aujourd'hui, avec cette période de transition technologique dans laquelle on se trouve, en passant de la voiture thermique à la voiture électrique, eh bien les valeurs résiduelles peuvent très fort fluctuer. Et dans ce cas, eh bien ce n'est pas vous qui prenez le risque de la valeur résiduelle, de combien vaudra la voiture dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. C'est la société de leasing. Pour ces deux bonnes raisons, mais il y en a plein d'autres, eh bien n'hésitez pas à demander une offre via le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Demandez une offre, n'engage à rien. Oui, en conclusion, on peut le dire, le e-Vitara est plutôt joli, sympathique, il est volontaire également, mais pour son arrivée dans le domaine du 100% électrique, eh bien Suzuki, malheureusement, avec ce modèle, se la joue plutôt en mode mineur. Et c'est dommage, au-delà des aspects esthétiques, le e-Vitara souffre d'un ensemble technique pas vraiment à la hauteur de ce qu'on attend d'un SUV urbain électrique en 2026. Il consomme beaucoup, recharge lentement sur le courant continu. Si l'autoroute ou plus globalement les voies rapides sont votre terrain de jeu, passez votre chemin. Sa conduite à une pédale qu'il faut, si on souhaite l'utiliser, activer à chaque démarrage ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Et puis par ailleurs, son système d'infodivertissement est d'une extrême lenteur et l'usage massif de piano black à l'intérieur, une surface très fragile, on l'a vu, ne colle pas trop avec l'aspect baroudeur de l'engin. Et puis enfin, pour un SUV urbain, il pourrait aussi se montrer plus confortable. Ce n'est pas le cas. L'amortissement sur cette voiture est vraiment ferme, trop ferme. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Dans 2 semaines, je vous le disais, on a rendez-vous avec la version restylée et améliorée de la Hyundai Ioniq 6. Son look singulier l'est-il toujours aujourd'hui en 2026 à l'occasion de ce restylage? Qu'est-ce que ça vaut sur la route avec toutes les améliorations? Eh bien, vous le saurez donc dans quelques jours, dans 2 semaines sur Charging Station avec d'abord le premier trajet et ensuite le grand essai. On ira chez BMW en mars avec un modèle très attendu, le BMW i
X3. J'en prendrai le volant pendant une semaine et je ferai de même une semaine plus tard avec chez MG le MG S6 EV. On a déjà essayé le MG S5 EV, un SUV également. J'en prendrai le volant pendant une semaine. Chez Jeep, le Jeep Compass arrive en version 100% électrique. C'est cette version évidemment dont je prendrai le volant toujours en mars sur Charging Station. Et puis en avril, je peux déjà vous dire qu'il y aura du très beau monde ici même, à savoir notamment chez Kia, le petit Kia EV2 que je vous avais présenté à l'occasion de sa présentation internationale. Il sera à l'essai sur Charging Station. Ça y est, l'Alpine A390, A390 arrive finalement sur nos routes. Je prendrai le volant d'une très belle version GT en gris mat avec quelques aspects sportifs, notamment pas mal de carbone à l'intérieur. Vous verrez ça, ça va être vraiment bien. Dans un registre plus accessible chez Tesla, je prendrai le volant de la Model 3 en version standard, ce qu'on a déjà fait avec le Model Y. Et bien là, ce sera le cas donc avec la Tesla Model 3. Merci de votre fidélité à Charging Station. Il commence à pleuvoir, je vais aller me mettre à l'abri. N'hésitez pas, si vous le voulez, bien, à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager également. Vous êtes plusieurs centaines à le faire chaque semaine et ça fait bien plaisir à toute l'équipe, bien évidemment. Vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Bon, ça commence à tomber. Allez, à bientôt!